Salut, j'espère que tu vas très bien et bienvenue dans cet épisode hors série à propos du karma numéro 4. Bon, ce qui avait commencé comme un one-shot avec le tout premier épisode qui parlait du karma commence à ressembler un tout petit peu à une série. Alors bon, pas une série rapide. La dernière édition d'un podcast consacré au karma doit dater d'au moins 1 an et demi, si ça n'est pas 2 ans. Mais écoute, on s'y remet maintenant. Si tu veux accéder à ces podcasts-là comme référence, je les ai nommés à propos du karma, numéro 1, 2, 3 et donc maintenant 4, qui va être consacré au karma familial, ainsi que le petit vote sur le sondage WhatsApp a désigné la thématique sur des propositions que j'avais faites. D'ailleurs, si tu veux rejoindre le groupe WhatsApp intitulé Groupe des apéropapotes, fais-moi un signe, je t'y ajouterai avec plaisir. Donc si tu veux retrouver ces épisodes, écoute, il s'appelle À propos du karma numéro 111. Et en début de titre, j'ai ajouté l'émoticône qui représente la roue du dharma pour aussi avoir un visuel un peu plus rapide. Bon, écoute, nous allons explorer un sujet qui vraiment a des résonances profondes pour de nombreuses personnes parmi nous, et je me situe dans ces personnes-là. C'est un sujet qui m'a et qui m'occupe toujours beaucoup, mais que je ne cesse de mettre à jour au fur et à mesure, certainement comme toi, parce que ça fait partie des grandes questions et puis des grands, peut-être, entre guillemets, boulots que l'on a à faire au temps de notre incarnation, d'aller se pencher un petit peu sur ce karma familial. Pourquoi est-ce qu'il est judicieux d'en parler maintenant ? Pourquoi est-ce que j'ai choisi de consacrer les mois de septembre et d'octobre jusqu'à la mi-novembre sur les thématiques larges d'héritage, que ce soit l'héritage universel et de l'humanité avec le séjour que je propose à Rocamadour sur l'équinoxe d'automne, ou que ce soit l'exploration de nos héritages, des constellations familiales assistées par l'astrologie que je propose sur la fin octobre et le tout début novembre, parce que nous avons ici une opportunité d'aller structurer en fait l'invisible et l'impalpable. Alors comment ça on structure ? Mais écoute, on a un petit coup de pouce astrologiquement parlant, et ça sera peut-être la seule, enfin pas tout à fait la seule, mais l'une des références astrologiques que je vais faire dans ce podcast, en tout cas une référence temporaire. Saturne vient de rebasculer aujourd'hui même dans le signe des Poissons, et il est à 29 degrés du signe des Poissons. Alors Poissons, signe hautement spirituel, dont l'un des challenges en fait d'incarnation est de pouvoir s'incarner correctement dans la matière. Ça fait partie des enjeux de l'énergie du Poisson. Et Saturne qui est justement comme une forme de structurateur, en même temps qu'il tient ce rôle d'agent qualité qui ne nous plaît pas toujours, mais il faut quand même bien admettre que le travail saturnien, en règle générale, a cette capacité de nous permettre de nous tenir droit. C'est comme des fondations que l'on crée quand on est agi un petit peu par l'énergie saturnienne. Donc allons-y. Il ne repassera pas dans ces degrés-là avant 30 ans. Donc c'est quand même une belle occasion que d'aller se pencher sur ces questions d'héritage au sens large, héritage spirituel pour le coup, et parfois très en lien, notamment dans la dynamique familiale, avec les héritages aussi matériels. Alors, avant toute chose, c'est vrai que le mot karma peut parfois résonner comme une punition. Il peut inquiéter, on a l'impression que c'est quelque chose d'implacable, mais en vérité, il ne s'agit pas de châtiment. C'est juste l'expression, juste entre guillemets, c'est juste l'expression de la loi des causes et des effets telle qu'on peut la lire et la comprendre dans le Kybalion. Ce que nous semons crée des conséquences, et ce que nos ancêtres ont semé dans leurs choix, leurs blessures, leur silence, leurs épreuves, mais aussi leurs enthousiasmes, leur élan, leur passion, peut encore résonner dans nos vies aujourd'hui. Le karma familial n'est pas une condamnation, pas du tout. C'est vraiment un héritage, et dans tout héritage, il y a des choses compliquées, mais il y a aussi des trésors.
Chaque génération reçoit cette double valise en fait. Chaque génération a le pouvoir de transformer, de guérir et d'ouvrir un chemin plus libre pour les générations qui suivent justement. Donc il y a, au-delà de ce que l'on peut comprendre dans cette idée de karma familial, il y a cet aspect beaucoup plus intéressant et évolutif, je trouve, qui nous permet d'aller voir finalement que chaque dynamique qu'on se sent empêché de suivre pour une question de karma familial, finalement c'est aussi l'opportunité d'avoir une transcendance ici. Si nous étions toujours plongés dans nos zones de confort, écoute, il y a des chances que nous n'ayons pas grandes émotions de joie non plus à vivre. Donc il y a vraiment quelque chose d'interconnecté ici entre l'idée d'un challenge, d'un obstacle, d'un poids et l'idée de derrière découvrir une force, une puissance, un talent, un don, quelque chose qui nous permette d'exprimer librement les souhaits de notre âme sur cette vie qui est si précieuse. Au cours, devrais-je dire, de cette vie qui est si précieuse. Bon, ça fait quelques jours que j'ai du mal à parler français, avec les mots dans le bon ordre, donc par avance, je m'en excuse. Donc je vais t'emmener ici dans 4 grandes explorations. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est vraiment le karma familial ? Comment il se manifeste concrètement dans nos vies ? Ce que moi je regarde en termes d'astrologie et comment ça peut nous parler. Et puis après, comment est-ce que l'on peut s'en libérer pour honorer nos lignées sans en être prisonnier. Alors installe-toi bien, prends une grande respiration, une petite tisane, un petit café, un petit jus de fruits ou une petite binouse si tu es à l'heure de l'apéro. Et laissons-nous guider par ces fils invisibles qui relient les générations. Qu'est-ce que c'est le karma familial ? Écoute, dans le mot karma, en sanskrit, en fait, on entend ici que c'est la somme de nos actions. Et le karma familial, ça serait la somme des expériences conscientes et inconscientes qui se transmettent de génération en génération. On pourrait vraiment le comparer à une rivière souterraine. C'est-à-dire que par moments, il y a des résurgences qui nous font dire tiens, il y a un truc qui se passe ici. Et puis la plupart du temps, écoute, ça bouge sous nos pieds sans que l'on en soit conscient de manière visible en fait. Mais cette rivière continue toujours de couler. Et quand elle ressort, écoute, on pourrait comparer ça à des schémas répétitifs qui peuvent nous laisser un tas de sensations très étranges. Qui vont de l'attraction à la grande peur, sans forcément pouvoir toujours pragmatiser. C'est ça la grande... comment on va vraiment reconnaître le karma, c'est qu'il est parfois difficile d'aller pragmatiser finalement des attractions comme des grandes peurs ou même des grandes répulsions. Alors qu'est-ce qu'on a comme transition invisible ? Écoute, on a les blessures non résolues. Un traumatisme qui a été vécu par un ancêtre et qui va pouvoir se répercuter plusieurs générations plus tard. Alors, des tas de traumatismes, qu'on aille de l'atteinte à l'intégrité personnelle, physique, jusqu'à une atteinte sur d'autres champs, comme des faillites, par exemple, des ruines. Évidemment, les sujets de traumatisme ne manquent pas, aussi bien à notre époque qu'aux époques plus lointaines. Donc il y a tout un panel de blessures non résolues qui peuvent se manifester dans nos vies par le biais de ce karma familial. Qu'est-ce qu'on a encore ? Écoute, on a les croyances limitantes. Du style, dans notre famille, on ne réussit jamais. Ou encore, les hommes partent toujours. Ou alors, l'amour fait souffrir. Des phrases qui sont parfois dites, parfois tues, mais qui se gravent dans les corps et les esprits et jusque dans les comportements. C'est-à-dire, et ça c'est un autre champ qui serait très intéressant d'explorer en profondeur, et pourquoi pas un de ces jours, mais nos croyances conditionnent nos comportements. Et de temps en temps, avec une observation fine des comportements de nos aînés, on peut voir, même si elles ne sont pas parlées, quelles sont les croyances qui les animent. Donc ça fait partie des points qui sont assez évocateurs et révélateurs de faits quand on arrive à se positionner comme ça sur cette dynamique d'observation.
Qu'est-ce qu'on a encore comme transmission invisible ? Les secrets, les non-dits. Alors ça peut être là aussi plein de choses. Une adoption cachée, un enfant perdu, un enfant qui est reconnu par un père mais ce n'est pas le père, une faillite dissimulée, les suicides sont des grands tabous aussi, les problématiques d'identité sexuelle qui se transmettent aussi de génération en génération, avec des époques beaucoup moins acceptantes que la nôtre, et des silences qui pèsent parfois encore plus fort que les mots, mais vraiment beaucoup plus fort. Et puis il y a aussi les forces transmises, donc les dons, les talents, la résilience qui naît des épreuves. Le karma familial a donc ce côté-là du poids et ce côté-là de la richesse. Mais parfois, ce poids se vit de manière si intense que nous avons l'impression d'être traqués par une force supérieure, comme si une police invisible nous rappelait à l'ordre. Et je vais rapidement te partager ce qui me fait dire ça. C'est que moi, je me suis retrouvée à un moment donné à avoir un énorme crush pour cet endroit magnifique qu'est l'île d'Aix. Ce crush a mis en mouvement des tas de choses en moi, une reconversion professionnelle, le fait de vendre ma maison, d'aller m'installer sur cette terre que je ne connaissais pas et où je ne connaissais personne. Et au bout de 2 ans d'installation sur l'île d'Aix, je me suis rendu compte, j'ai découvert, parce que je faisais des recherches par ailleurs, que j'avais des ancêtres qui y avaient habité pendant un peu plus d'1 siècle. Et des ancêtres dont la trace était perdue par la famille encore existante, parce que ces gens-là, cette partie-là de la famille avait été spoliée d'un héritage. Donc il y avait comme quelque chose qui était enfermé. On avait préféré oublier cette branche-là de la famille plutôt que de se rappeler finalement qu'ils avaient été spoliés. Et du jour où je me suis rendu compte de ça, du jour de cette découverte-là, il a été de plus en plus difficile finalement de rester à cet endroit que j'aime toujours et que je chéris profondément dans mon cœur, et cet endroit et les gens qui y habitent. Mais ça a été finalement une expérience complètement de karma familial. Et dans cette dynamique-là, j'avais écrit à ce moment-là le poème suivant que je vais te partager, parce que je le trouve assez évocateur de ce que l'on peut ressentir quand on est, entre guillemets, rattrapé par son karma. J'ai la police du karma aux trousses. Il semble bien qu'elle me détrousse, me débarrasse du superflu et me laisse presque nue. J'ai la police du karma au basque. Il semble bien qu'elle me démasque, m'allège des imparfaits et me laisse agenouiller. C'est l'heure de l'échafaud, souffle le froid, souffle le chaud. Le bourreau bien droit aiguise sa faux. J'ai la police du karma au cœur. Il semble bien qu'il y ait erreur. Et dans ce poème-là, j'ai voulu traduire ce que beaucoup d'entre nous ressentent, cette impression d'une force extérieure qui nous poursuit, qui nous dépouille, qui nous met parfois à nu. Mais derrière cette sensation parfois rude, il y a une vérité qui est beaucoup plus profonde. Le karma ne vient pas nous condamner. Il vient nous alléger de ce qui n'est pas essentiel et il vient nous permettre de révéler ce qui doit être guéri. Bon, rien qu'en redisant ces mots, moi, ça me ramène à une réflexion intérieure au moment même où je te parle. Je m'en fais un petit frisson toute seule quand même ici. Donc, comment ça se manifeste dans notre vie, dans nos vies ? Le karma, il se reconnaît surtout à travers les répétitions. Les répétitions de scénarios, c'est-à-dire, par exemple, toujours rencontrer des partenaires indisponibles, se heurter à des blocages financiers inexpliqués, revivre les mêmes disputes, les mêmes séparations, les mêmes drames, comme les mêmes erreurs parfois. Et ces répétitions sont ici là comme des signaux qui nous disent « Oh, ici, tu as quelque chose à transformer. Il y a quelque chose à faire ici. Il y a quelque chose qui peut évoluer. » Et quand on parle de boucle infernale, infernale vient du mot « enfer ». Et c'est cette répétition inlassable de situations détestables ou désagréables à vivre qui vient nous dire que parfois, oui, il y a cette question du karma familial qui est présent ici et c'est sa manifestation. Les loyautés invisibles également. Nous, on reste parfois fidèles à nos ancêtres en reproduisant leurs souffrances. Comme si dépasser leurs limites était une trahison.
Je prends par exemple de nos anciens qui auraient souhaité faire une carrière artistique et qui, pour de multiples raisons, n'a pas pu exercer cette carrière artistique. Les descendants, animés par la même envie, peuvent se heurter à des dynamiques d'échecs à répétition, échecs finalement plus ou moins déterminés par la personne elle-même, parce que dans la loyauté à cet ancien, eh bien finalement, on ne peut pas aller sur la voie du succès. Plus simplement, ne pas s'autoriser à réussir quand toute la lignée a connu l'échec. Et on le voit parfois, quand il y a des faillites retentissantes dans les familles en amont, et bien souvent, tu as des descendances complètes de fonctionnaires derrière pour éviter d'aller se confronter à un échec entrepreneurial. On a aussi, c'est beaucoup plus subtil, mais des symptômes et des blocages qui peuvent se manifester ici par des maladies récurrentes dans une famille. Ou alors des phobies sans explication, ou un sentiment diffus de ne jamais trouver sa juste place. Dans les phobies sans explication, moi j'aime bien lier ces notions de secret et de silence à travers l'exemple suivant. Imaginons un instant, et peut-être que tu m'as entendu le dire dans d'autres podcasts, parce que j'aime beaucoup cet exemple. Imaginons un instant quelqu'un qui vit en 2025 avec nous et qui est très très phobique des chiens, par exemple. Et dans cette phobie complètement inexpliquée, parce qu'il n'a jamais eu de contact dangereux ou désagréable avec les chiens, mais il a vraiment très très peur des chiens. À chaque fois qu'il en croise un sur le trottoir, c'est l'accélération du cœur, la montée de la tension, son corps se tend sous une décharge d'adrénaline comme s'il était en danger imminent. Eh bien, quand on se sent comme ça, traversé par des phobies qu'on n'arrive pas du tout à mettre en lien avec notre expérience et notre vie, parfois, on découvre, dans ce cas précis de la phobie du chien, qu'il y a 5, 6, 7 générations, un enfant était mortellement mordu par un chien. Et le deuil difficile de l'enfant génère un tabou, un secret, et ne reste plus que la transmission invisible de la peur qui peut venir vraiment, vraiment nous créer des problèmes quand on est dans notre incarnation et dans notre expérience de la vie. Tu sais, c'est vraiment le genre de profil qui tout d'un coup rencontrerait un partenaire amoureux qui serait, lui, au contraire, passionné par les chiens et peut-être même maître chien. Et là, écoute, c'est juste non pas une galère qu'envoie la vie, mais une main tendue pour aller dépasser ce karma-là. Moi, c'est comme ça que j'aime le voir, en tout cas. Côté astrologique, écoute, c'est vrai que moi je m'en sers beaucoup parce que je trouve que c'est un miroir qui est tout à fait précieux pour aller regarder et comprendre avec d'autres lectures de code ces héritages invisibles. Donc je m'attache à plusieurs choses, mais c'est toujours en regardant au moins une carte natale d'un des aïeux de la personne que j'ai en face de moi. Mais l'axe des nœuds lunaires déjà, qui nous parle d'un côté au niveau du nœud sud, de la mémoire du passé, et le nœud nord qui indique la direction de la libération. Ainsi, si tu as ton nœud sud, par exemple, en maison 7, on parle ici d'un emprisonnement dans la dynamique du couple, du duo, du tandem et du partenariat. Et le nœud nord en maison 1 t'indique que finalement, il ne faut peut-être pas se mettre dans la soumission d'un couple. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de couple, mais ça veut dire qu'il est peut-être à un moment donné temps de s'honorer soi avant d'honorer la dynamique du couple. La maison 4 aussi est très enseignante. Ça parle de nos racines, du clan, des transmissions inconscientes. Donc qu'est-ce qui se balade dans cette maison 4 ? Quelle est l'énergie qui vient animer cette maison ? Dans quel signe est-elle positionnée ? Quelles sont les planètes ou les points qui sont figurés ici ? Pluton, évidemment, même si Pluton est une planète très lente et que du coup des générations complètes sont concernées par des placements de Pluton. Mais Pluton, ça nous parle des tabous, des secrets et vraiment d'une charge émotionnelle karmique qui est à transformer. Donc il y a des Plutons plus simples que d'autres à aborder, mais globalement, dès qu'on commence à toucher un petit peu à Pluton, il y a une forme de complexité. Saturne également, les leçons, les responsabilités héritées, les rigidités éventuellement, et la notion dans une certaine mesure de justice et d'injustice. Et puis évidemment, la Lune,
qui est grande fournisseuse d'indications karmiques selon ses placements et ses aspects avec le reste des éléments de notre thème, et Chiron, où là on parlera de mémoire émotionnelle et de blessures transgénérationnelles. Bon, lire un thème natal, c'est parfois comme ouvrir les archives d'une famille. Hein. On y retrouve les blessures, mais aussi la clé de la guérison. D'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, mais le symbole qui représente Chiron, le glyphe de Chiron, ressemble à une clé. Il y a ici tout un monde symbolique qui s'ouvre là. Alors les clés de libération, écoute, la bonne nouvelle, c'est que rien n'est figé en fait. Nous ne sommes pas condamnés à répéter. Le plus compliqué pour aborder les clés de libération, c'est souvent la place de notre ego. Plus notre ego est positionné en mode défensif, plus il nous... plus il nous empêche finalement un peu de concevoir la famille comme un système. Plus notre ego est mal positionné, moins on va voir ça. Mais l'équilibre familial, c'est comme un mobile. Tout est harmonieusement disposé pour que ça tienne et pour que ça fonctionne. Et parfois, pour sortir de ce karma familial-là, eh bien, il faut bouger ce mobile, changer les forces en présence pour ne plus être prisonnier de ce système qui finalement ne fait que des ronds. C'est ça un mobile. Moi, j'aime beaucoup l'image du mobile parce que tu bouscules un élément du mobile, tout le reste est bousculé. Et pour moi, le karma familial, la dynamique systémique d'une famille fonctionne exactement comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? En premier lieu, prendre conscience. Observer les schémas, les noter, les reconnaître. Les reconnaître sur un plan très factuel avec des répétitions d'histoires qui parfois se déroulent à la virgule près, comme les histoires de nos anciens. Et parfois les reconnaître aussi émotionnellement, avec les indicateurs que je t'ai déjà indiqués dans d'autres podcasts, notamment attraction, répulsion, familiarité, qui sont des éléments assez cruciaux. La clé numéro 2, ça serait honorer et accueillir. Donc pour ça, il faut commencer par abaisser notre niveau de jugement, se détacher un petit peu, regarder les choses un peu plus à plat, avec moins d'affect, avec moins de ressentiment parfois. Et puis voir que dans tout ce qui a été fait, y compris ce qui a été imparfait, reconnaître que nos aînés ont fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens dont ils disposaient. Ça fait partie des ressources clés quand on commence à faire des constellations familiales. En clé numéro 3, ce que l'on peut faire aussi, c'est réaliser des rituels, voire même les créer en fait, faire du rituel sur mesure. Et ça peut passer par plein de choses. Écrire une lettre à un ancêtre, allumer et honorer une mémoire oubliée en allumant une bougie, planter un arbre comme symbole de renaissance. Il y a des tas de possibilités de rituels qui existent selon la blessure que nous sommes en train de travailler. Et ça marche sur le plan symbolique, affectif et émotionnel de façon très très puissante. Autre clé, choisir autrement. Prendre un chemin différent. Oser là où tous les voyants familiaux sont au rouge. C'est pas une transgression en fait, c'est une émancipation. Et le boulot que fait Uranus et qu'a déjà fait Uranus toutes ces dernières années est là aussi pour nous soutenir ici. Choisir autrement, prendre un chemin différent. Chaque choix nouveau brise un cycle ancien. Donc il y a vraiment un engagement à la nouveauté quand on est en train de se poser des questions sur son karma familial. Il y a vraiment cette idée de ne pas reproduire les mêmes choses et d'aller faire des choix qui sont différents. Alors évidemment, quand on commence à parler de nouveauté, on parle de sortie de zone de confort. Mais oui, le karma familial est aussi parfois une zone de confort. Au niveau de notre impact collectif, donc quand une personne guérit une mémoire, c'est toute une lignée qui respire. Ce que je t'illustrais tout à l'heure avec le jeu du mobile, et quand tu viens taper un des personnages du mobile, tout le mobile bouge, écoute, c'est une réalité. On dit que le karma familial peut agir sur un ensemble de 7 générations en amont et 7 générations en aval. Donc c'est pas un petit boulot, c'est quand même un gros boulot avec des répercussions et une libération très puissante qui peut être proposée quand on se penche sur son karma familial.
Ton travail intérieur, il est jamais seulement pour toi. Il libère aussi tous ceux qui t'ont précédé et tous ceux qui viendront après toi. Souvent, et moi la première, dans certaines explorations et dans certaines compréhensions, j'ai vu le bénéfice de la libération de ce karma pour mes enfants. Ces histoires, tu sais, où on coupe les chemins des possibles aux enfants parce que certains, au-dessus, n'ont pas réussi à aller où ils voulaient aller et en ont beaucoup souffert. Et parfois, dans un esprit de protection de la souffrance émotionnelle, on décourage les plus jeunes d'aller suivre telle ou telle voie. Ça aussi, c'est un karma familial. Parfois, c'est pas ceux qui disent « Ah non, ne fais pas ça, tu vas te planter, ça marche pas ». C'est parfois même pas ceux-là qui ont connu des déceptions dans leur vie. Parfois, c'est encore ceux du dessus et encore ceux du dessus. Et il faut juste le savoir et puis se dire « Mais finalement, mais pourquoi pas ?» Alors, comme je te le disais en préambule, le karma familial n'est pas une punition, c'est vraiment une invitation. Ça nous met face à nos ombres pour que nous puissions vraiment les transformer en lumière puissante. Alors moi je te propose, tu le sais, j'ai toujours une petite série de questions, je te propose 3 questions pour essayer d'éclairer peut-être ce qui t'anime sur le plan de ton karma familial. Quel scénario se répète dans ma vie ? Quel scénario au pluriel Quelle mémoire pourrait venir de ma lignée ? De quel personnage historique de ma famille je peux tout de suite connecter. Mais surtout, la question la plus importante, c'est quel trésor m'a été transmis que je peux honorer dans l'ici et le maintenant. Et si tu sens que ce sujet résonne en toi, écoute, tu n'es pas seul. Ça fait partie des choses que je te propose, d'explorer ces mémoires avec toi. Et ça fait partie de la thématique qui va jalonner les formations, les séjours que je propose jusqu'à la mi-novembre, où on va plonger dans ces héritages invisibles pour les éclairer et les transformer. Voilà, je t'ai dit ce que j'avais à te dire pour le moment sur le karma familial. Ça m'a aussi fait voyager intérieurement sur les zones de mon karma familial à moi, qui n'est pas facile comme pour tout le monde. Et puis, écoute, je t'en dirai plus peut-être une autre fois. En tout cas, c'est l'opportunité de faire un nouveau pas sur nos chemins personnels d'évolution. Je t'embrasse bien fort.